Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Tag unserer Online-Veranstaltung Erinnern und Gedenken im Ländervergleich Israel, Ruanda, Deutschland. Mein Name ist Shahzad Eden Osterer und ich habe auch heute die Ehre, Sie und unsere ReferentInnen durch den Tag zu begleiten. Gestern haben wir über unterschiedliche Herausforderungen des Gedenken und Erinnern und Erinnerungskulturen in den 3 Ländern gesprochen. Heute werden wir weitermachen mit guten Projektbeispielen von PraktikerInnen der Gedenkarbeit und werden über Erfolgsfaktoren sprechen, aber auch über den Umgang mit Schwierigkeiten. Als erster Referent darf ich Herrn Honoré Gatera begrüßen. Er ist der Manager der Nationalen Gedenkstätte Gisozi in Kigali. Er ist verantwortlich für den täglichen Betrieb des Kigali Genocide Memorial und ist heute zu uns zugeschaltet vom Studio Kigali. Schönen guten Morgen, Herr Gatera. Bonjour. Bitte schön, Sie haben das Wort. Merci beaucoup. I'll be changing in English because my presentation was prepared to be in English. It's my pleasure and honor to be here today in this important conference, together, of course, with the national representation of the memory and genocide prevention in Rwanda. It's my honor also to have next to me the Honorable Dr. Bizimana, who is chairing the National Commission for the Fight Against Genocide, that guides us in all the activities we do. And it's also a pleasure to be together here with the Honorable Senator, Professor Dusingize Mungu, who formerly was the president of the Survivors Association called IBUKA. So today, my presentation will be about the practical examples of memorial work in this country, Rwanda, basically focusing on the Kigali Genocide Memorial, which is one of the 8 national memorials that we have in Rwanda. And it's not the only one, of course, because you will get more examples. And this one being a memorial that was created in 1999 with the main purpose of dignifying the victims of the genocide against the Tutsi. And its official opening in 2004 was a starting point of learning how we are going to be on a journey of remembrance and develop practices that are helping us and guiding us into preventing the genocide in the future. Can go to the next slide where we look at why we have to preserve the memory in an aftermath of the genocide. And this is a question that different countries have actually looked into in their own ways. And of course, Rwanda has opted a practical way of looking at memory and preservation of what happened in this country in 1994 as a genocide against the Tutsi. And the bullet points that I wanted to highlight are as to remember the beloved victims of the genocide and restore their dignity. Because most of the genocide cases that we know globally consider the victims of the genocide before they die as not human. In Rwanda, the Tutsi were named cockroaches. They were named snakes and different other names. Restoring their dignity, even though we are not bringing back their lives, is very important, and it's healing for those who survived genocide. The survivors also need a time and need a platform to speak. I know that from the case of the Holocaust, it took many years for the survivors to speak. But in Rwanda, we've had a chance that the surviving people opened up and started speaking about what they went through and what they faced during the genocide. And as many young people living in Rwanda had the chance also to express themselves
and speak about the atrocities of 1994. It is also necessary to establish the human link between those who survived and the rest of humanity, because in some cases you may even feel stigma, but in a community like the Rwandan community, we've been able to develop a community that allows people to feel Rwandans and to feel that they have a responsibility together to prevent. Instead of isolating one group or the other, mainly the survivors, because wherever they worked, they could feel that they went through the atrocities that none else had gone through in the country. It is also testify the human barbaric acts and want to educate the future, because we know that countries that have gone through genocide are always at risk of having atrocities in the future, and Rwanda was committed to make sure that this never happens again. And it's by warning the future generations that this is necessary and achievable. And in the end, it's necessary to fight against denial and genocide ideology, because we all know that the ultimate stake of the genociders and those who plan the genocide and execute it is raising any evidence that would be available and continue denying it as it's happening now. There are so many perpetrators of the genocide from Rwanda who are denying the genocide against Tutsi globally. To fight against this, we need to preserve memory in the aftermath of what happened. As we move to the next slide, I want to mention that achieving this, as in a small country as Rwanda, that has more than 220 memorial sites, many of them being killing sites, being sites of atrocities, being sites where thousands of people were killed. It's an effort that requires expertise and that requires efforts and requires working together to make sure that this memory is preserved well, and these memorials, these sites of evidence are well preserved and are giving a lesson and a message to the entire humanity so that we talk about the real prevention of the genocide. So in more than these 220 memorials, the Kigali Genocide Memorial, as we move to the next slide, is one of them, and it's a burial place for more than a quarter of a million people. 250,000 people are buried on the site. It is a genocide museum, and it is also a home for the Genocide Archive of Rwanda, and it is an educational center for all, in terms of the formal education and in terms of informal education to all the visitors who come to visit Rwanda and who are interested in researching about genocide against the Tutsi, with an objective to always dignify the victims. We look at how the atrocities that were committed in Rwanda can serve as lessons to future generations globally, by considering the path we went through as Rwandans to reach the 1994 genocide against the Tutsi. And it's the role of these sites, as the Kigali Genocide Memorials and others that we have in Rwanda, to make sure that whoever comes or interested can have enough information and can be educated about these atrocities. Moving to the next slide, the Kigali Genocide Memorial is a home for many survivors. They consider it as a home among their own homes where they reconnect with their beloved ones, but also it's a particular concept that actually everyone has a space that is open to participate in a conversation. Let me use an example of our own home. If you have your family in a home, there is what you want to happen in your home. And what you want to happen in your home should preserve a very good memory for those who are visiting the home. And the next slide is going to explain to us
how this home at the Kigali Genocide Memorial is explained. You will see that there is an environment, a conversation, and memory. At the center, there is the home. The second home for the survivors of the genocide against the Tutsi in Rwanda is the home that offers a good environment to those who want to learn and be educated about what we went through in Rwanda. This environment allows people to openly speak and look at the measures that you can take all together as you prevent. And once you have an open conversation, this conversation will lead you to decision making wherever you are. And this conversation will be initially the one that sparks what we can do as humanity to prevent. And when you have a conversation somewhere, and this conversation was interesting, important to you, you keep and cherish the memory that you have got from this conversation. For us, we want that the environment of the Kigali Genocide Memorial becomes a concept that keeps your memory as an individual or as a community to keep talking and to keep looking at what you can do in your own perspective to make sure that you can be an agent of change, to make sure that you can be or you can contribute to prevention globally as humanity is still facing challenges of mass atrocities and genocides themselves. KGM as a home now, it's a representation as we move to the next slide. It represents the survivors' remembrance. We can't prevent the genocide if we are unable to remember what happened and take them as lessons. So, remembrance of the people we lost during the genocide against the Tutsi is key and important because we are talking about the human lives. It is a space and home for the genocide truth, where we look at the facts on the atrocities that were committed because we need to tell the truth. We know that those who deny the genocide will always try to distort the history, but this home will always be showing the truth of what happened in this country for prevention and for making sure that no one changes what happened in this nation. It's also a place for the Rwandan rebirth. We don't want to keep the memory of the genocide against the Tutsi as a tool to always suffer, but it is a lesson, a starting point for the resilience of the country, for rebuilding the country, and for rebuilding lives of those who lived in Rwanda in the post-genocide. It's a place for the community resilience, a symbol of the sacrifice that we have taken as Rwandans, because we know that preventing the genocide requires much effort. It takes the brave mind, the brave heart to be able to deal with the trauma that atrocities and genocide may cause to individuals. But Rwanda and Rwandans, the survivors and non-survivors, we have went through a way to commit to rebuilding and be resilient with our history as we build a new nation, as we build new lives of people in Rwanda who are much more united and who don't hate each other, who are not intoxicated to hate as we have been intoxicated to hate from the colonial times and the bad leadership for the genocide. It is also a place, and memorials should be places for international significance, where we have to remind all ourselves, humanity across the globe, that we've had failures. We've failed to protect humanity. The world has failed Rwanda. The world has failed other cases of mass atrocities and genocide. And memorials such as the Kigali Genocide Memorial and others across Rwanda and the globe should be serving as an educational tool for all of us as a human being that our failures of the past should be corrected by the education that we are given by these memorial sites. It is also a reminder of the humanistic ethics. The humanistic ethics as individuals
individual responsibilities that are focusing on fighting against genocide, because it starts by a single individual and it goes to the family, as it goes to the community, and then a nation. So individual responsibilities are necessary here to be reminded to everyone in these memorial sites, because as we prevent the genocide, it won't start by community if individuals are not committed to that. The formal education is necessary, and the pedagogy of this is at the center of what people can learn at the Kigali Genocide Memorial as we deliver different programs towards peace in Rwanda. I know that in Europe or across European countries, uh, memorial sites are being used by schools. And in most of the cases, it's mandatory for the schools to visit sites like Auschwitz or Buchenwald in Germany. However, even if in Rwanda this hasn't been integrated in the national curriculum for using mandatory memorial sites, it is a process, and what we do and the efforts that are put in now are important and necessary as we educate the younger generations. Educating the younger generations is necessary. The next slide is a quotation, a quote from a student, and young Rwandan, who said that in his family they never talk about the genocide fresh in their parents. 26 years after the genocide, of course, it's a generation, but for those who went through the atrocities of the genocide are still facing the challenges to educate the young ones about what happened. And this challenge can't be overcome if we are unable to educate them formally and informally in sites as memorials that we have in our country. Educating the younger generations and the future generations as we move to the next slide is key and important. And we've embarked in what we call archiving the history of the genocide against the Tutsi. It's on the next slide. And here we look at how preserving memory through collecting and keeping and safeguarding the artifacts of the genocide that include testimonies of the survivors, that include audiovisual materials, that include different artifacts as materials that were used in the genocide for the killings, as hate speeches, and different other archives. Because when the generation of survivors of the genocide will no longer be able to communicate by oral ways, these preserved materials and archives will be important tools for prevention, will be important tools and practical for formal and informal education in Rwanda and globally. It doesn't only apply to the future generations of those who want to prevent, but even now to justice, to criminal investigations, to different other angles. These archives are important and are necessary to be preserved in a good way to serve for many years, in 100 years, people can come and learn about what happened to the Tutsi of Rwanda in 1994. As I move towards the end, to the final slide, we have a concept in Africa that you will find in various countries. In some countries, it's called Ubuntu. In some other countries, it's called Ubumuntu. And in Rwanda, we call it Ubumuntu. And this is a concept that puts us together as the human beings. Human beings who speak different languages, but who can communicate, because communication for us is important. And as we move forward to preventing the genocide, we know that connecting ourselves, being or working hand in hand, is necessary for us to build the concept of being human beings without considering ourselves from our races, our ethnic groups, or our caste or our communities, and saving the interest of the smaller groups than more than saving the interests of a nation, interest of having the human race safe, protected from genocide ideology and its consequences.
It's necessary for us to understand that each country has practical ways of remembering, practical ways of preserving memory of the genocide and the mass atrocities, and each country can learn from one another, but considering our cultures, considering the way we live in our communities, there is always a kind of homegrown solutions that we need to learn about, as one country can have one solution that is very important and educational, and another country has another educational concept that we can put all of them together and find a way of preventing genocide. I thank you very much for the time you've given me to talk about this. Thank you. Vielen Dank, Herr Gatterer. Wir dürfen an dieser Stelle gespannt sein auf den Vortrag von Honorable Senator Dr. Jean-Pierre Dusingizemungu über Geschichtsunterricht in Ruanda mit Bezug auf den Völkermord. Dr. Dusingizemungu ist der ehemalige Präsident der Ibuka Association, einem Verband, der rund 15 verschiedene Vereinigungen von Überlebenden des Völkermords an den Tutsi zusammenbringt. Er promovierte in Psychologie an der Universität Toulouse und ist Autor mehrerer Artikel, die sich mit dem psychosozialen Wiederaufbau in Ruanda befassen. Schönen guten Tag. Bonjour. Your Excellency, the President of the State Parliament of Rheinland-Palatinate, Excellencies, distinguished participants, it is an honor to have this opportunity to participate to this important event. I have the honor to represent here the President of the Senate of Rwanda. He requested me to kindly convey his greetings and his high appreciation for the initiative of the present conference. The topic of my presentation is the following: teaching the history of Rwanda in the aftermath of the genocide perpetrated against Tutsi. Another slide. In the aftermath of the genocide perpetrated against the Tutsi in 1994, the teaching of Rwanda's history has been suspended from the curricula of schools because of inappropriate content. Indeed, the history taught was essentially nourished by the speeches of politicians who have long developed divisionist ideas that led to the development of the ideology of the genocide. The teaching of history has been a medium by which ideas of division were passed, and that led to the development of the ideology of the genocide. The history taught and disseminated had no interest neither to the masses of peasants nor to their daily lives, even less to the relationships that have existed between the different social groups of the interior and the people of the region. Since then, several seminars, conferences, roundtables address the issue of teaching the history of Rwanda, as the suspension of the teaching of the history of Rwanda should end, and this issue was urgent. It turned out that it was urgent to organize this teaching, provide guidance for learners to be trained now as responsible citizens. This teaching had to clearly
address the history of the genocide to fight against the conspiracy of silence. It took about 20 years for the Ministry of Education to make the new syllabus for history teaching available in primary and secondary schools. My presentation will try to show how this program deals with the teaching of the history of the Tutsi genocide. It will also show the challenges and perspectives of this teaching. In general, the program has just changed primarily to align to national aspirations and ensures that knowledge, skills, values, and attitudes acquired by Rwandans at school meet the challenges of the 21st century. The new program takes into account the essential goals assigned to the education sector. Those are: train a citizen free from all kinds of discrimination, ethnic, regional, religious, and sexual; promote the culture of peace, justice, tolerance, solidarity, unity, and democracy. In pursuing the above-mentioned goals centered on the individual, the education policy complies with imperatives of 4 missions for the society, namely to promote the political development of the national community in the freedom and democracy, the economic development of the country through the reconstitution of networks of competent professionals, through training and valorization of all the human resources at the service of all sectors of the national economy. Social development by strengthening national cohesion, commitment to the fundamental values of peace, justice, and solidarity. Cultural development in the deepening of the national identity and openness to Africa and the world. Next. Before reaching the final version of the new program based on skills, the Ministry of Education considered the recommendations of the different reports. I will mention the summary report, which showed the reasons why we needed a change of the program, and the report on the national consultation on the change of the program. An effort has been made to ensure that the new program reflects different levels, the interpretation of the following transversal topics: studies of the genocide, environment and sustainable development, gender, sex education, education for peace and values, finance, Rwandan culture, inclusive education. The following themes and sub-themes support the achievement of the teaching history and genocide. The first theme is the life in society, and as sub-themes, we have human rights, duties and responsibilities, democracy and justice, national unity, conflict transformation, dignity and autonomous attitudes, peace and conflict. And the second theme is individual and society, and we have as sub-theme tolerance and respect. A quick analysis of the new curriculum shows that there have been
some interesting changes. The teaching of history and the related subjects emphasize on the analysis of situations and focus on actions and behaviors that can constitute strategic responses. The history of the Tutsi genocide is clearly discussed. The school will now be a place of study of genocidal processes and learning prevention mechanisms. Topic related to life in society will generate actions to develop feelings of reconciliation. The new program invites other disciplines to collaborate to better address the issue of genocide and ways to prevent it. Teachers are requested to develop critical thinking among learners. This will allow them to take the critical distance each time it comes to addressing sensitive issues. Education for peace, tolerance, human rights will constantly remind teachers and learners to develop attitudes of clairvoyance, modesty, and caution. There is hope that the teachers will no longer ask their students for their ethnicity and will constantly deliver messages calling for the unity of Rwandans. Now, what are challenges, issues, and perspectives of teaching and learning about the history of the genocide of the Tutsi genocide in Rwanda? The efforts deployed to make a clear program available of teaching the history of genocide are clear. The documents relating to the subjects to be given and the way of approaching them are there. The program has been elaborated, but it also requires teachers to be seriously equipped. They need a special personal investment. They must also have effective tools and materials, adapted textbooks, collections of testimonies, films, etc. The efforts deployed to make a clear program available of teaching the history of genocide are clear. The documents relating to the subjects to be given and the way of approaching them are there. It remains to be seen whether teachers will be able to adapt to the changes introduced in the new program. Can teachers easily transcend the personal positions and emotions developed over the decades? Can they easily move from ideologies to critical history? What is the force of the deformations suffered and assimilated? Are teachers ready to tell the story of the genocide? And another problem is that teaching materials is scattered in our country, but there is a need to collect and organize it according to the level of learners. Before the introduction of the new program, the Ministry of Education, through one of the different agencies, Rwanda Education Board, for example, tried to prepare the teachers and some other education actors who will use the new program. Training workshops in this subject have been already organized, and around 40% of concerned teachers participated to the trainings. The workshops aimed at a general introduction of the program,
it was not specialized in depth training. It is clear that teachers need to have other specific workshops, and those workshops should focus on the attitudes, values, and methodological approaches of the competency-based curriculum proposed. Apart from schools and teachers, that is another slide, it must be emphasized that other places and actors are concerned in some way with the teaching and learning of the history of the Tutsi genocide, and carry out activities aimed at changing mentalities. The work of the various national commissions, the National Commission for a Fight Against Genocide, the Commission of Unity and Reconciliation, and other different commissions, gives an important place to various types of actions aimed at giving the population information on the Tutsi genocide, its preparation, its execution, its judgment, its consequences, its prevention, the management of its consequences. Among the documents used in the teaching of the history of Rwanda, we would have to introduce texts of testimonies of survivors, texts of testimonies of the righteous or even of genocidaires who have repented. Students will have access to the words of people who have gone through the genocide. That is one of the recommendations I would like to give. Another recommendation is that the choice to use of these documents should obviously be very careful so that there are no perverse impacts. Regular workshops on classroom use of such sensitive materials will include films, photographic images, etc. These workshops should be organized. There is a need to support projects for the production of educational materials for teachers, educators, textbook writers, and other stakeholders. It is important to put the new curriculum into practice, and that requires the teacher more than knowledge, especially for the teacher of the history of genocide. There are attitudes and values that must characterize them. They should be able to assure through their teachings education for peace, tolerance, and human rights. The training of teachers must take into account these imperatives. The rigor in the preparation of the teachers does not concern only those who are called to teach courses of history. There are several other subjects from which the genocide can be introduced. The author, Josia Semujanga, shows as example that the texts of creation give students and teachers the freedom to develop reflections more than certain disciplines that focus solely on the notion of the truth. It would therefore be necessary to redesign programs at the level of teacher training schools, faculties of education, and so on. Since there are extracurricular activities that have a direct relationship with the teaching of the history of genocide, visiting memorial sites like KGM, for example, it is wise to suggest that a protocol should be followed for them. This protocol should be constantly discussed in multidisciplinary teams. This will make it more efficient. This protocol would deal
mainly with the methodological aspects. The participatory approach suggested by the new curriculum prompts students to document themselves regularly, and some documents on which the student may fall are on the internet or elsewhere. These documents can convey ideas of deniers on genocide and genocide ideology. Sometimes this is done with subtlety. Teachers should constantly prepare students, clearly explain the problem of genocide denial and ideology. The work of pupils exposed in class should be closely followed. Teachers should be very careful to identify information that should be given, because some information can traumatize, divide, and can frustrate or develop hatred among students. The task is very difficult, but we have to try it. Thank you so much for your attention. Vielen Dank an Dr. Jean-Pierre Dusingizemungu für die spannende und wichtige Einblicke. Unser nächster Gast im Studio Kigali ist Dr. Jean Damascene Bizimana, Executive Secretary der National Commission for Fight Against Genocide, kurz CNLG. Die Mission von CNLG ist Prävention und Bewältigung der Folgen des Völkermordes. Dr. Bizimana wird uns Einblicke verschaffen in praktische Gedenkarbeit in Ruanda generell und mit besonderem Fokus auf die Nyange Genocide Memorial. Bitte schön, schönen guten Tag. Excellences, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour m'avoir invité dans cet important colloque. Le génocide commis contre les Tutsis en 1994 fut un drame sans précédent qui a coûté la vie à plus d'un million de Tutsis en 3 mois. Une fois le génocide arrêté par l'autorité rwandais en juillet 1994, l'une des plus grandes urgences fut celle d'inhumer dans la dignité les victimes de ce terrible génocide. Progressivement, des mémoriaux ont été érigés ici et là dans le pays, avec de très faibles moyens dont le pays disposait. En 2007, il a été mis en place la Commission nationale de lutte contre le génocide, CNRG, dont l'objectif principal est celui de gérer la mémoire du génocide commis contre les Tutsis et de mettre en place des outils de prévention de l'idéologie du génocide. Depuis 2016, sur instigation de la CNRG, il a été adopté une loi régissant les cérémonies de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis et portant organisation et gestion des sites mémoriaux du génocide. Cette loi est le texte fondamental réglementant la gestion des sites mémoriaux du génocide au Rwanda. Au regard de la loi, les sites mémoriaux du génocide sont répartis en 4 catégories que je vais exposer assez brièvement. Il y a d'abord les sites mémoriaux du génocide qui sont placés au niveau national. Aujourd'hui, nous en comptons 8, à savoir le site de Gisozi, Rebero, dans Kigali, Ntarama et Nyamata, à l'est, Nyarubuye, Murambi, Nyange et Bisesero. Et donc, la gestion quotidienne de ces 8 sites placés au niveau national est confiée à la Commission nationale de lutte contre le génocide, CNRG. Et pour ériger un site mémorial du génocide au niveau national, les critères qui sont appliqués sont considérés comme étant la planification du génocide et son exécution qui revêtent un caractère exceptionnel par rapport aux autres sites. Deuxièmement, il y a les sites mémoriaux du génocide qui sont gérés par les districts. Actuellement, au Rwanda, nous comptons 30 districts
Et dans chaque district, il y a une moyenne au moins de 5 mémoriaux. Et il y a même ceux qui en ont plusieurs. Troisièmement, il y a des sites mémoriaux du génocide qui sont à l'étranger. Et les sites qui sont à l'étranger, nous en avons actuellement 4. Il y en a 3 qui sont en Ouganda et un qui est en Tanzanie. Un site mémorial du génocide, pour que vous puissiez bien comprendre, nous le considérons comme étant un lieu où se trouvent les corps des victimes qui ont été tuées pendant le génocide. Et cela donne la différence avec les monuments de mémoire que nous trouvons. Il y en a au Rwanda, mais aussi à l'étranger, en France, en Belgique et dernièrement au Canada, et aussi sur les sièges des organisations internationales comme à Genève, au siège de l'ONU, ainsi qu'à New York et même à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Donc ça, ce sont des monuments du génocide, mais pas des sites, parce qu'un site, c'est celui où il y a des corps. Enfin, il y a un site mémorial du génocide qui est placé au niveau international. Actuellement, nous n'en avons pas, mais je vais en évoquer parce que le Rwanda a initié un projet d'inscription de 4 sites mémoriaux du génocide dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit des sites de Murambi, Bisesero, Gisozi et Nyamata. Actuellement, le dossier est dans les mains de l'UNESCO et nous attendons évidemment que l'UNESCO requiert l'acceptation de ces sites-là comme faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et quel est l'intérêt que le Rwanda trouve dans le fait que les sites mémoriaux du génocide, quelques sites mémoriaux du génocide, soient inscrits dans le patrimoine international? 5 motifs importants. Premièrement, c'est dans le but de préserver la mémoire du génocide pour les générations présentes et futures. Parce que le génocide qui a été commis contre les Tutsis au Rwanda doit servir de leçon pour nos générations actuelles, dont la plupart n'étaient pas encore nées, mais aussi pour les générations à venir, afin que ce fléau serve de leçon pour qu'il ne se reproduise pas. Deuxièmement, c'est qu'au Rwanda, mais aussi à l'étranger, il y a évidemment des négationnistes, fort malheureusement. Et le fait que la plupart des négationnistes à l'étranger utilisent des voies de communication pour nier l'évidence du génocide contre les Tutsis, si ces sites-là sont inscrits dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, ils pourront être étudiés, enseignés dans des écoles à travers le monde, et cela va donner une connaissance approfondie du génocide contre les Tutsis et aider aussi à lutter contre son négationnisme. Aussi, l'inscription des sites mémoriaux du génocide dans le patrimoine mondial de l'UNESCO permettra à l'humanité de connaître le degré d'atrocité dont les victimes ont été sujettes à caution pendant le génocide de 1994. Parce que l'extermination des Tutsis a été faite avec des méthodes cruelles, jamais vues, notamment les armes blanches. Les méthodes de tuer étaient extrêmement violentes et du jamais vu, comme on le disait tout à l'heure, dans tous les autres génocides qu'on a vus à travers le monde. Grosso modo, le génocide contre les Tutsis étant un crime contre l'humanité par excellence, il est du devoir de la communauté internationale de préserver sa mémoire à travers ces sites mémoriaux pour que les générations présentes et futures puissent connaître la réalité de ce génocide. Enfin, les sites mémoriaux du génocide sont une alerte, un symbole, une expression et une ligne rouge à ne pas franchir par quiconque oserait exterminer un groupe ethnique ou un groupe quelconque de personnes, quelles que soient les raisons qu'il avancerait. En deuxième partie de ma présentation, et pour aller aussi vers sa clôture, je dois donner quelques caractéristiques, pas tous, de chaque site mémorial en insistant, bien sûr, comme on l'a demandé, sur le site mémorial de Nyange. Le site mémorial de Nyange se situe dans la province dans le district d'Ongororero, dans la province de l'Ouest, c'est dans l'ancienne préfecture de Kibuye. La principale caractéristique de ce site se trouve dans le fait qu'en avril 1994, les Tutsis pourchassés se sont réfugiés dans une église qui était située à Nyange. Et environ 2000 Tutsis se sont entassés à l'intérieur de l'église. Et le curé de la paroisse,
l'abbé Athanasi Seromba, en complicité avec les notables locaux, dont le bourgmestre du lieu, et cet abbé a donné l'ordre de détruire l'église par un bulldozer le 16 avril 1994, en tuant plus de 2000 Tutsis qui s'y étaient entassés, bébés, enfants, femmes, vieillards, hommes, etc. Le 12 mars 2008, le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a son siège en Tanzanie, à Arusha, a condamné l'abbé Athanasi Seromba à la prison à vie, après l'avoir jugé coupable de génocide et crimes contre l'humanité. Ce procès est une deuxième caractéristique du site mémorial de Nyange pour deux raisons. D'abord, à cause de la décision elle-même, parce que 2 ans auparavant, le 13 décembre 2006, la Chambre de première instance du même tribunal avait condamné l'abbé Athanasi Seromba à une peine de 15 ans, une peine minime de 15 ans, contre laquelle il avait fait appel. Les juges d'appel ont alourdi la peine après avoir jugé que Seromba était coupable de génocide et d'extermination, constitutif du crime contre l'humanité, et non pas par aide et encouragement, comme l'avaient retenu les premiers juges. Ce qui a conduit les juges d'appel à alourdir sa peine après avoir constaté que Seromba avait eu une participation active directe dans la perpétration du génocide à Nyange. Donc, troisième élément qui caractérise aussi Nyange, c'est que Seromba, dans l'histoire de la justice pénale internationale, il fut le premier prêtre catholique à être jugé et condamné et reconnu coupable par une juridiction internationale. Donc, nous sommes en train de faire en sorte que ces quelques éléments que je viens d'exposer soient établis, installés au sein du mémorial de Nyange. Le deuxième site, c'est celui de Rebero. Rebero qui est ici dans la ville de Kigali. Il est situé dans la barrière nord de la ville. Et Rebero a deux caractéristiques principales. D'abord, il y a une partie du site mémorial qui est constituée de tombes des victimes du génocide Tutsi. Environ 14 000 corps de Tutsis qui ont été tués dans les différents quartiers de la ville de Kigali et les corps ont été ramassés et enterrés à Rebero. Une deuxième partie de ce site mémorial est constituée de tombes des politiciens, des hommes politiques Hutus et Tutsis qui ont lutté contre l'idéologie du génocide et qui ont été massacrés par le régime génocidaire. Troisièmement, le site de Nyamata et Nharama. Le site de Nyamata et Nharama, je vais les expliquer ensemble parce qu'ils se situent dans la même localité du Bugesera. Ces deux mémoriaux partagent la même portée historique. Ils sont situés dans le district de Bugesera, dans l'est du Rwanda, à une trentaine de kilomètres de Kigali, comme je disais tout à l'heure. Mais, c'est dans cette zone du Bugesera que depuis 1959, des Tutsis ont été exportés de différentes régions du nord et du sud du Rwanda pour être installés de force en les délocalisant dans les régions d'origine. C'était une zone inhabitée avec des maladies infectieuses, notamment la mouche tsetse, et les autorités qui les ont implantées là comptaient les faire mourir à travers ces maladies-là. Ces déplacements forcés des populations ethniques Tutsis en raison de leur appartenance ethnique constituent un crime de génocide au regard des dispositions de la Convention sur le génocide. Ça, les gens ne pensent pas tellement. Mais je dois rappeler, Excellence, que la Convention sur le génocide édicte que le transfert forcé d'un groupe ethnique vers notre région constitue un crime de génocide. Et c'est ce qui a été appliqué aux Tutsis installés au Bugesera depuis les années 1959 et qui ont été massacrés en 1994 à Nyamata et à Nharama. Et le site de Nyamata en particulier, il y a une religieuse Antonia Locatelli, une religieuse italienne, qui dirigeait une école féminine de filles. En 1992, le régime a fait ce qu'on appelait l'essai du génocide. On a massacré environ 500 Tutsis. Et cette Italienne a demandé secours aux radios internationales et elle a été assassinée par des gendarmes rwandais. Le site de Nharama présente une caractéristique qu'on n'a pas sur d'autres sites, c'est qu'il
il y a un petit centre qui servait de catéchuménat, c'est un local qui servait de catéchuménat pour des jeunes cathos. Et en 1994, les enfants et les bébés ont été fracassés, les têtes sur les murs. Et même actuellement, les traces de sang se trouvent dans ce local que la CNRG essaye de sauvegarder pour que cette mémoire-là ne s'efface pas. Quant au site mémorial d'Onyarubouye, il est situé tout près de la frontière avec la Tanzanie. Il présente aussi la caractéristique des personnes, de Tutsis qui s'étaient réfugiés, ont été tués dans certains à l'extérieur de l'église, mais d'autres à l'intérieur du couvent, un couvent de religieuses que nous gardons aussi comme site mémorial. Et l'autre caractéristique d'Onyarubouye, c'était que les tueurs, pour l'immense majorité, venaient des régions différentes par rapport aux autres lieux. C'est-à-dire que les tueurs d'Onyarubouye, certains d'entre eux habitaient Nyarubouye même, mais il y a d'autres qui sont venus de Murambi, de Nyagatare, c'est-à-dire les régions un peu plus loin, et pour attaquer le site d'Onyarubouye pendant qu'ils fuyaient vers la Tanzanie. Le site d'Obisesero, l'avant-dernier site, placé au niveau national. Le site d'Obisesero se situe dans l'ancienne préfecture de Kibuye. Il a été construit en 1998 pour conserver l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis de cette région. Mais la plus grande caractéristique de ce site, c'est que c'est un site qui montre la résistance et le refus des victimes de se laisser assassiner. Ils ont résisté pendant plus de 2 mois. Et les Tutsis de Bisesero, pourquoi sont-ils allés sur cette colline-là? Parce que c'est une colline. C'était que, lors des massacres précédents de 1963 et 1973, les Tutsis de Bisesero avaient fui vers cette colline-là et ils avaient réussi à se défendre contre les tueurs. En 1994, ils ont cru qu'ils allaient refaire la même expérience. Et ils ont résisté, comme je disais, pendant 2 mois, avec des lances, des machettes, des pierres et autres outils traditionnels, jusqu'à ce que le régime y envoie l'armée, la gendarmerie et les miliciens lourdement armés pour s'attaquer à ces victimes et les tuer. Donc le site représente toute cette histoire de résistance et d'attaque que les Tutsis ont connue après que le régime a décidé d'y envoyer les militaires. Le site d'Obisesero présente également la caractéristique de montrer l'implication de l'armée française. Parce que l'armée française est arrivée à Obisesero le 22 juin, prétendument pour sauver les victimes, mais l'armée a laissé faire et les victimes ont été tuées par des miliciens sans que la France n'intervienne pas. Le dernier site est celui de Murambi. Le site de Murambi est situé dans l'ancienne préfecture de Gikongoro. C'est une ancienne école qui était en construction et les corps y sont préservés. Il y a maintenant une expérience de conservation de ces corps avec l'université de Hambourg et de Hanovre, que nous remercions, qui nous aide à utiliser des techniques modernes pour la conservation de ces corps. Le site de Gisozi, Honoré en a parlé, je ne reviens pas, mais je vais conclure. Je vais conclure sur quelques défis de gestion que nous avons de ces mémoriaux. Il y en a 5. Le premier défi que nous avons, c'est celui du personnel. On a un personnel qui n'est pas suffisamment formé sur les techniques de gestion des mémoriaux. Et on a aussi des difficultés d'avoir des connaissances essentielles pour la conservation des corps, raison pour laquelle nous avons fait appel au partenariat de l'Université d'Hambourg et d'Hanovre. Nous avons aussi les mêmes difficultés de conserver les autres preuves du génocide, notamment les habits, les vêtements et autres outils que portaient les victimes pendant le génocide. Le dernier défi qui nous préoccupe, c'est celui du négationnisme, parce que lorsque nous entretenons ces mémoriaux, pour qu'ils conservent la mémoire du génocide commis contre les Tutsis, les négationnistes, qui se trouvent notamment, plus particulièrement à l'étranger, continuent de prétendre qu'il n'y a pas de génocide, et voire même de déformer l'histoire en prétendant de dire que les victimes Tutsis qui se trouvaient dans les mémoriaux ce ne seraient pas des Tutsis, mais que ce seraient, disent-ils, des Hutus tués, prétendument tués par le FPR. Donc, ces mémoriaux sont une alerte contre ce type de mensonges et nous espérons qu'éternellement, ils servent de lieu de mémoire à vie. Je vous remercie.
Vielen Dank, Dr. Wiesimana. Meine erste Frage geht auch direkt an Sie. Sie sprechen vom Kampf gegen die Ideologie des Genozids. Können Sie erläutern, wie diese Ideologie aussieht? Was sind ihre Merkmale? Oui, l'idéologie du génocide, c'est en fait une technique qu'inventent les négationnistes pour déformer l'histoire réelle du génocide commis contre les Tutsis. Ils utilisent différentes méthodes. D'abord, ils prétendent qu'il y aurait eu un double génocide. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que, d'une part, le génocide de Tutsis a été commis, mais que d'autre part, ils inventent un génocide qu'ils attribuent aux militaires du Front patriotique rwandais qui ont libéré le pays. Et ils font ça pour semer la confusion afin que ceux qui ne connaissent pas la vraie histoire du génocide commis contre les Tutsis ne puissent pas savoir que le régime rwandais, en 1994, a planifié et exécuté un génocide contre une partie de la population rwandaise en raison de son appartenance ethnique. Voilà le premier élément. Le deuxième élément du négationnisme et du génocide en même temps est celui de nier la planification de l'extermination des Tutsis en l'attribuant aux fameux attentats de l'avion contre l'avion du président Habyarimana. Donc ils disent que si l'avion n'avait pas été abattu, qu'il n'y aurait pas eu de génocide. Ils essaient de trouver un lien de connexité entre l'avion et la planification du génocide, ce qui sont deux éléments totalement différents. Parce que le génocide a été planifié depuis 1990, c'est-à-dire 4 ans avant son exécution en 1994, et différents éléments le prouvent. Je dois signaler par exemple l'instauration de la radio extrémiste, la radio d'Émile Collines, qui a été créée en 1993 et qui ne faisait qu'inciter à la haine contre les Tutsis et à l'extermination. Je dois signaler l'établissement des listes de personnes à tuer. Le régime rwandais avait établi les listes de Tutsis et des opposants Hutus pour les exterminer au moment venu. Je dois également signaler la mise en place et l'entraînement des miliciens. Les miliciens qui étaient choisis parmi les Hutus et qui étaient formés par l'armée, on leur donnait des armes et ils allaient dans des régions d'origine avec comme méthode et comme mission de tuer des Tutsis. Donc voilà, ça ce sont quelques éléments qui montrent comment le négationnisme aujourd'hui se répand. Il s'agit globalement de nier la spécificité de la planification du génocide des Tutsis pour essayer de trouver d'autres circonstances atténuantes qui montreraient que, en fait, que le génocide n'aurait pas eu lieu ou qu'il n'aurait pas été planifié. Dankeschön. Dr. Dusingizimungu, meine nächste Frage geht an Sie. Sie haben von Einheit der ruandischen Bevölkerung gesprochen, dass man auch durch den Lehrplan versucht, das den SchülerInnen auch näher zu bringen. Man weiß ja auch, dass man in Ruanda nicht mehr Bezeichnungen wie Hutu oder Tutsi in den Pass reinschreibt. Ist das auch wirklich in der Gesellschaft angekommen, diese Einheit, oder nehmen Sie das anders wahr? Merci pour la question. Je dois dire que le processus de développer l'unité nationale, c'est un processus qui doit prendre beaucoup de temps. On a fait beaucoup d'efforts, mais la route est encore longue. Parce que le génocide a eu beaucoup de conséquences néfastes au niveau de la division des Rwandais. Et là, il est clair que cette reconstruction, que le développement de l'unité nationale devrait prendre beaucoup de temps aussi. Ce sont des efforts qui sont là et nous souhaiterions que le monde accompagne le pays qui essaye déjà pour que ces efforts soient rapides et que cette unité soit vraiment une réalité. Il y a encore des problèmes que l'on voit
dans la société, des problèmes d'idéologie du génocide, des problèmes de haine, etc. Mais nous espérons qu'avec tous les efforts que le gouvernement rwandais déploie, eh bien, nous allons parvenir à un état où le pays sera unifié, où on va parler d'unité nationale, où il faudra participer ensemble au développement du pays. Wie kann die internationale Gemeinschaft dann die ruandische Gesellschaft in dem Sinne unterstützen? Déjà, je pense qu'il faudrait que la communauté internationale déploie aussi des efforts pour expliquer ce qui s'est passé au Rwanda et pour expliquer ce qui se passe maintenant au niveau de la reconstruction. Parce que, comme l'a dit le docteur Biziman, agent Damascène, il y a dans le monde entier des gens qui nient le génocide, qui transforment l'histoire du Rwanda. Et je crois que tous les pays du monde devraient s'organiser pour combattre de telles idées, pour que le génocide, pour que l'idéologie du génocide ne continue pas à se répandre. Et donc, il ne faudrait pas que ce soit seulement le Rwanda qui déploie ces efforts-là. Eh bien, la communauté internationale a aussi l'obligation de faire tout pour que le monde ait suffisamment d'informations sur le génocide et sur les efforts de combattre l'idéologie du génocide et que le monde aussi accompagne le pays dans ce qu'il fait au niveau des commissions nationales, la Commission nationale de lutte contre le génocide, la Commission nationale d'unité et réconciliation, les efforts qui sont faits par le gouvernement au niveau de l'éducation. J'ai parlé des nouveaux programmes d'enseignement de l'histoire. Il faudrait que les problèmes que l'on observe au niveau de l'application de ces nouveaux programmes soient résolus, mais avec la collaboration de tout le monde, de différents pays du monde. Dankeschön. Herr Gattara, wie gehen eigentlich europäische BesucherInnen in Gisosi mit der Geschichte des Genozids um? Was sind die häufigsten Fragen? Thank you so much for the question. The visitors who come to the Kigali Genocide Memorial are visitors from different backgrounds. Of course, the majority of those who are visiting us are saddened by the fact that this history happened to Rwanda. But we also have a number of visitors that come to visit and they have a different agenda. Their different agenda may be linked with those who are denying the genocide, those who are linked with the families that participated in the genocide against the Tutsi in 1994. But whichever category that visitors are in, our purpose is to make sure that when they leave our site, they have learned about the truth. They have learned what happened to our country, and it's their individual responsibility that will always accompany them to decide who they become. We know that these visitors who deny the genocide against the Tutsi, it's not by the lack of knowledge, it's by the willingness, it's by the initiative, it's by the spirit of denying uh, rather than not knowing what happened. So our purpose is to educate people, and we are happy that the majority of the visitors are positive and saddened and changed and willing to be part of the journey of prevention. But we can't ignore that we have this small portion of visitors who have a different agenda of denial and always questioning about our history and the artifacts we present at the memorial.
Dr. Bizimana mentioned it that some of them go to the extreme level of saying that there are no Tutsi victims buried in the memorials, like the Kigali Genocide Memorial. But this is not a fact that we mention to all our visitors, because majority comes to pay respect and learn, and we are happy that when they leave, they take lessons to different countries and become ambassadors of this history across the globe. Sie arbeiten auch weltweit, um das Bewusstsein für, sage ich mal, Gefahren von Genozid zu schärfen. Wie gestaltet sich eigentlich Ihre Arbeit in Bezug auf aktuelle Verfolgungen und Genozide? That's a good question, and that's the reason why we are here. As I mentioned, humanity is at the center of all the efforts that are being put into prevention of the genocide. Uh, if you travel around the globe in different countries that have experienced the atrocities of genocide, Israel, particularly Germany, Germany is a country that taught me a lot of lessons during my 15 visits to that country, where even after the Holocaust, more than 76 years, you can still see that the country is still dealing with the past. This should serve as a lesson to the countries as Rwanda, a lesson to other countries who have not even gone through the atrocities of genocide, to know that this crime against the humanity of genocide and its root causes comes from humanity, and it's our responsibility to put the hands together and keep learning about how we can prevent it. Practical means reside in preserving the memory of what happened. It resides into maintaining and preserving memorial sites, because by themselves they can serve as lessons. However, they are not enough. Efforts that are being put into education, the political willingness, the role of leadership, and all the contributions of international organizations can make a core element of the preservation and prevention efforts that we do in different countries. So, in my opinion, partnerships, working together, supporting each other, and achieving the goal of teaching about our past is necessary if we want to achieve prevention of mass atrocities and genocide. Dankeschön. Dr. Dusingizemungu, welche Rolle spielt eigentlich die koloniale Vorgeschichte des Genozids im Geschichtsunterricht und bei der Gedenkarbeit? Eh bien, le travail du colonialiste a été catastrophique. Parce que le colonialiste a voulu d'abord combattre l'unité des Rwandais. Le colonialiste a amené dans sa poche des idées de division pour mieux gouverner le pays. Et donc, c'est le colonialiste qui a introduit cette notion de division des Rwandais en différentes ethnies. Ce n'étaient pas vraiment des ethnies, c'était des groupes sociaux. Et le colonialiste, la colonisation a développé ces idées de division. Et je crois que ça a été la base des idées de développement du génocide, de haine entre les différents groupes. Et actuellement, le pays essaye de retourner à la case départ où les Rwandais étaient unis. Mais comme on le voit dans différents autres pays, il y a des groupes sociaux qui sont normaux. Et avant que le colonialiste n'arrive au Rwanda, ces groupes sociaux existaient, qui étaient basés sur
la richesse, sur d'autres éléments qui caractérisent les groupes sociaux, mais il ne s'agissait pas d'ethnie, parce que tous les groupes au Rwanda, que ce soit les Hutus, les Twa, les Tutsis, ils ont la même langue, ils ont la même culture, ils vivent sur les mêmes collines. Et donc, on ne voit pas comment on devait les appeler des ethnies qui devaient se haïr entre elles. Et donc, la nouvelle façon de voir les choses nous permet de considérer que les Rwandais sont les mêmes et qu'il faut faire tout pour que l'unité nationale soit développée et pour combattre les idées de division. Voilà donc le rôle de la colonisation. Ce rôle a été catastrophique et je peux dire sans me tromper que les idées que la colonisation a développées ont eu un effet néfaste sur la façon de voir les différentes couches de la population rwandaise. Et je crois que actuellement, le monde doit comprendre cette réalité et essayer de corriger ce qu'il faut être corrigé. Ich danke Ihnen vielmals, meine drei Gäste im Studio Kigali. Jetzt sind Sie dran, liebe ZuschauerInnen, mit Ihren Fragen. Ich würde gerne die Runde eröffnen. Ich habe auch schon die erste Frage von Herrn Marc Trampf. Werden digitale Medien, Hologramme von Zeitzeugen zum Beispiel oder soziale Medien auch in Ruanda eingesetzt, um Menschen für den Völkermord in Ruanda zu sensibilisieren? Oui, pour la sensibilisation au génocide, toutes les méthodes sont utilisées, que ce soit au niveau des populations locales rwandaises, mais que ce soit aussi au niveau de la communauté internationale. Si je commence par donner quelques pistes d'actes que nous posons à l'intérieur du Rwanda, avant, malheureusement, le Covid-19, on organisait beaucoup de sessions, de conférences dans les écoles notamment, parce qu'actuellement, plus de 60% de la population rwandaise est une population jeune, qui est constituée de jeunes de 20 ans, qui donc n'étaient pas nés pendant le génocide. Donc ces jeunes-là ont besoin d'outils, de connaissances sur l'histoire du Rwanda en général, mais aussi les caractéristiques de l'histoire du génocide commis contre les Tutsis. Et nous utilisons les films documentaires. C'est un autre moyen auquel nous recourons. Et nous recueillons aussi des témoignages des survivants, que ce soit sur des témoignages, notamment en utilisant les vidéos, mais aussi les transcriptions dans des ouvrages. Et les médias, je dirais qu'ils s'intéressent surtout au génocide pendant les périodes de commémoration, d'avril à juillet. Les autres périodes de l'année, ce n'est pas tellement d'articles qui sont publiés sur le génocide. Mais aussi, je dois signaler que chaque année, le 9 décembre de chaque année, il y a des sessions qui sont données dans les universités et les grandes écoles sur la Convention de prévention de lutte contre le génocide, en exposant en particulier le cas du Rwanda. Et actuellement, avec le Covid, en partenariat avec la diaspora rwandaise, mais aussi avec des amis du Rwanda qui sont à l'étranger, il y a une série de conférences sur le génocide contre les Tutsis qui sont organisées à travers le monde. Et ces conférences-là sont aussi une occasion de les retransmettre par YouTube, par Twitter et par toutes les voies de communication sociale, afin que, évidemment, l'histoire du génocide contre les Tutsis, mais aussi sa mémoire, sa gestion, la reconstruction du Rwanda puisse faire partie de cette connaissance dont les populations et rwandaises et étrangères doivent étudier et apprendre.
Vielen Dank. Jacqueline Mukandanga fragt, wie viele Länder, Staaten haben heute das Verbrechen des Völkermordes jetzt im Rahmen der universellen Gerechtigkeit in ihr Strafgesetzbuch integriert? Bon, actuellement, il y a 152 pays qui ont signé et ratifié la Convention et de répression du génocide adoptée en 1948. Pardon. Donc, 152 pays ont adopté et ratifié la Convention sur le génocide. Mais cela ne signifie pas que tous ces pays-là ont intégré la pénalisation du génocide dans leur code pénal. Il y a beaucoup de pays, je dirais, jugent et condamnent le génocide en tant que tel, suite à cette convention-là. Et il y a d'autres États, je n'ai pas le nombre précis, qui répriment le génocide à travers d'autres opérations sans nécessairement le qualifier de génocide en tant que tel. À titre d'exemple, le crime contre l'humanité est aujourd'hui réprimé dans tous les pays du monde en tant que crime contre l'humanité. Mais nous savons aussi que le génocide, c'est le crime contre l'humanité par excellence. Ça, c'est donc la deuxième explication pour vous dire que même les États qui ne disposent pas de règles juridiques sanctionnant le génocide en tant que tel, ces États-là sanctionnent le génocide à travers la qualification de crime contre l'humanité, dont le génocide aussi fait partie, mais au degré le plus élevé. Deuxième élément de réponse, c'est aussi la question du négationnisme que nous avons évoqué. Actuellement, malheureusement, il y a très peu d'États qui sanctionnent le négationnisme du génocide commis contre les Tutsis. Pratiquement tous les États du monde, presque tous, sanctionnent le négationnisme de la Shoah. Mais on n'a pas la même ampleur de voir que les États se soucient aussi au négationnisme d'autres génocides reconnus sur le plan international, dont celui contre les Tutsis. Et ça, c'est notre plus grande préoccupation. Et il y a maintenant une mobilisation que le Rwanda, avec ses amis, essaie de faire pour faire comprendre que la négation du génocide, tout génocide reconnu sur le plan international, doit être réprimé par tout État au même niveau que le génocide. Fort heureusement, il y a des dispositions légales, notamment les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a une résolution de 2014 qui demande à tous les États du monde de mettre dans le code pénal un texte juridique permettant de sanctionner la négation du génocide commis contre les Tutsis en se basant sur le fait que le génocide commis contre les Tutsis a été un crime international par le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a aussi qualifié de fait de notoriété publique qui ne doit pas être nié de n'importe quelle manière. Pour terminer, je dois dire qu'un pays comme la Suisse, par exemple, a instauré dans son code pénal un texte qui permet aussi de financer des associations qui ont pour objectif de lutter contre le négationnisme. Donc la Suisse est un exemple clair que d'autres États devraient adopter. Vielen Dank. Die nächste Frage ist von Marc Trampf. Gibt es Probleme mit Hass oder Fake News im Internet in Ruanda? Wenn ja, wie kann da die Erinnerungskultur in Ruanda etwas gegenhalten? Bon, les fake news, c'est-à-dire les mensonges et la déformation de l'histoire du génocide commis contre les Tutsis, se perpétuent globalement à travers le phénomène du négationnisme que nous avons évoqué. Parce que ce phénomène-là, comme je l'ai dit, constitue à dire que le génocide des Tutsis du Rwanda n'est pas un fait réel, mais qu'il serait une fabrication du régime rwandais ou bien des victimes pour cacher, en fait, ou transformer l'implication des miliciens et du régime qui l'a planifié. Donc cette information de l'histoire, évidemment, dérange, parce que les jeunes qui ne connaissent pas la vraie histoire du Rwanda, voire même des étrangers, peuvent être tentés d'écouter ou de lire et de croire
à ces mensonges-là qui sont répercutés à travers le monde. Raison pour laquelle le travail que fait Honoré et son équipe au mémorial de Kigali est un travail très important, un travail de documentation du génocide, en montrant toutes les facettes, tous les aspects de la planification et de l'extermination des Tutsis. Il y a aussi tout un travail d'éducation. J'en ai parlé, que ce soit la CNRG, que ce soit le mémorial de génocide de Kigali, ont des programmes éducatifs qui sont adressés aux jeunes générations afin de leur donner des moyens, des outils de connaissance de la particularité de ce génocide, afin de connaître cette particularité, mais aussi de pouvoir lutter efficacement contre la déformation de l'histoire dans le respect des victimes et aussi en conservant cette mémoire-là. Absolument, c'est un engagement qui ne concerne pas que le Rwanda, mais qui concerne aussi tous les amis du Rwanda, tout le monde entier. Parce que ce génocide-là a été commis, ne l'oublions pas, parce que la communauté internationale n'a pas voulu le prévenir. Donc il y a eu tout un échec des Nations Unies qui avait même envoyé une force militaire et politique qu'on appelle la Minuar, constituée de plus de 2500 soldats. Mais lorsque le génocide a débuté, l'ONU n'a pas donné l'ordre à ces soldats de sauver les populations civiles. Donc cet échec de la communauté internationale dans la prévention du crime et dans son arrestation constitue un échec que tout le monde doit connaître et qui doit servir de leçon pour que les mêmes atrocités ne se reproduisent pas. Et je ne peux pas quand même ne pas signaler que l'Allemagne a donné un exemple en jugeant quelques criminels qui se sont réfugiés sur son territoire, et notamment les deux chefs des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, qui est un groupe terroriste qui a sa base en République démocratique du Congo. Ses responsables politiques, Ignace Murwanashyaka et Strato Musoni, ont été jugés et condamnés en Allemagne à 15 ans et 12 ans de prison. Donc c'est une leçon aussi qui est donnée, parce que ces gens-là n'ont pas participé directement au génocide, ils ont été jugés pour le fait de soutenir des groupes armés qui portent actuellement l'idéologie du génocide en eux, en voulant inciter la population à s'entretuer ou à commettre un autre génocide. Donc j'aimerais que tout de même d'autres États suivent cet exemple-là de l'Allemagne, en jugeant, en condamnant d'autres négationnistes qui se trouvent à travers le monde. Cela permettrait d'arrêter ce phénomène qui constitue la déformation de l'histoire la plus virulente. Unsere letzte Frage kommt von Frau Anne Brandstetter. Welche Handreichungen gibt es für Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie die Prozesse der Gewaltdynamik, sei es politisch, sozial oder ökonomisch, in den 90er Jahren erläutern wollen? Merci pour la question. Je vous ai dit que le nouveau programme est récent. Le nouveau programme le système de l'enseignement a commencé à utiliser le nouveau programme en 2016. Il a été publié en 2015, mais il a commencé à être appliqué en 2016, donc c'est très récent. Il y a encore des efforts à faire pour produire des documents nécessaires qui peuvent servir de référence aux enseignants. Mais je dois signaler qu'il existe un document de base qui est très intéressant, qui a été produit par les enseignants de l'Université nationale du Rwanda avec la collaboration de la Commission nationale d'unité et réconciliation. C'est un document qui présente l'histoire du Rwanda et qui donne une vue ou qui donne des détails suffisants qui peuvent permettre aux enseignants d'aborder les questions de l'histoire du génocide, mais aussi d'autres questions. Mais il reste à développer d'autres documents, évidemment, et je crois que
les différents acteurs, les amis du Rwanda pourraient participer à ce travail de production de documents pédagogiques qui peuvent être utilisés parce que dans les anciens documents, il y avait des problèmes, il y avait des textes qui suscitaient cette division des Rwandais. Et donc, il faudrait que les nouveaux documents essayent de promouvoir plutôt des idées d'unité nationale au lieu de développer des idées de division. Nous appelons tout le monde de pouvoir participer à ce travail-là, mais ce ne sont pas que des documents d'être académiques. Il faudrait aussi développer d'autres types de documents comme les témoignages. Les efforts de la Commission nationale de lutte contre le génocide sont là. Ceux du mémorial de Gisozi sont là également. Mais il faudrait plus. Et surtout ces témoignages-là, il faudrait les recueillir et les mettre à la disposition des écoles pour que les élèves, les enseignants puissent avoir les informations de première main qui peuvent compléter ce qui se trouve dans les documents. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich bei unseren 3 Referenten im Studio Kigali für diese tolle Einblicke. Und liebe ZuschauerInnen, wir machen jetzt eine kleine Pause und sehen uns um 11:30 Uhr wieder.